Alors bonsoir tout le monde, merci d'assister aujourd'hui à notre webinaire. Mon nom est Cynthia Cachemar, je suis pharmacienne. Je vais vous présenter aujourd'hui les médicaments en lien avec les allergies alimentaires. J'ai aussi avec moi ce soir Anne-Marie Hamel. Bonsoir. Qu'on peut voir, qui est juste à côté. Ça va être la modératrice pour ce soir. Donc vers la fin, on prévoit une période environ de 10-20 minutes, dépendamment de comment ça va se passer, pour les questions. Mais également, sur la première diapo, j'ai mis mon courriel. Si jamais vous avez des questions que vous voulez me poser, n'hésitez pas. Ou si jamais il y a des questions qui un peu plus élaborées, on pourra communiquer ensemble par la suite. Donc, on va débuter. Aussi, on va vous envoyer par courriel, j'imagine, une copie du PowerPoint d'ici une semaine. Et vous aurez également accès au sein de notre chaîne YouTube à la conférence d'aujourd'hui. Donc, les médicaments et les allergies alimentaires. Donc, brièvement, le plan de la présentation d'aujourd'hui, on va commencer par parler des réactions allergiques, un peu comme une introduction. On va aussi discuter un peu de l'anaphylaxie, un peu le mécanisme d'action, la pathophysio derrière un choc anaphylactique. Puis ensuite, je vais vous présenter les traitements que pour certains, vous connaissez un peu. On va essayer de démêler un peu peut-être des mythes ou un peu de confusion peut-être parfois que je vois auprès de mes patients à la pharmacie. Et ensuite, on va discuter un peu d'informations qui seraient pertinentes, encore une fois, auxquelles je fais face en tant que pharmacienne en milieu communautaire. Donc, je précise en milieu communautaire, je ne vais pas m'attarder sur ce qui se passe à l'hôpital ou ce qui est fait à l'hôpital. Ça dépasse mon champ d'expertise et ce n'est pas le but de la présentation de ce soir. Donc, le système de défense, on sait très bien, c'est ce qui nous permet à chaque jour de nous défendre contre plusieurs pathogènes. Donc, nos mécanismes de défense, notre système immunitaire nous permet de combattre plusieurs pathogènes à longueur de journée. La plupart du temps, les réactions passent inaperçues, on n'a pas de symptômes, tout va bien. Comme par exemple une petite toux qu'on a qui dure 2-3 jours, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir une infection, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est allergique à quelque chose. C'est vraiment juste notre système de défense qui essaie de se débarrasser de quelque chose. Lorsqu'on parle de réaction allergique, c'est notre fameux système de défense qui est responsable. Donc, c'est là qu'on vient et on parle d'allergène. Donc, un allergène, c'est quoi? C'est finalement une entité qui, normalement, est inoffensive, mais que notre corps perçoit comme une substance menaçante. Donc, c'est en face à un allergène qu'on a une réaction exagérée et démesurée de notre système immunitaire qui, au niveau de plusieurs composantes, va résulter d'une réaction allergique. Donc, je ne vais pas aller trop en détail dans la pathophysio. J'aimerais juste mentionner, il y a plusieurs composantes, comme je l'ai dit, au sein du système immunitaire. Il y a les cellules, j'en nomme quelques-unes, donc plasmocytes, les mastocytes. Donc, ça, c'est des cellules dont on entend parler. Elles permettent de libérer des substances chimiques lorsqu'on est en contact avec un allergène, par exemple. Et ces substances chimiques, ensuite, vont être responsables de plusieurs réactions à différents niveaux au niveau de nos organes et c'est ça qui va causer les symptômes. On entend aussi souvent parler d'anticorps. Donc, c'est des protéines que nos cellules immunitaires forment et qui vont se former suite à un contact avec un allergène. Ces anticorps vont par la suite pouvoir neutraliser l'allergène. Donc, aussi, lorsqu'on se fait vacciner, c'est des anticorps qu'on développe. Donc, on se met en contact avec un virus, par exemple, ou une composante similaire à un virus. Ça nous permet de créer des anticorps qui ensuite, par la suite, dans le futur, vont reconnaître le virus lorsqu'on est réellement en contact avec et qui vont nous permettre de le combattre. Donc, c'est vraiment juste pour nous mettre dans le bain du langage qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, les réactions allergiques, il y a plusieurs classifications disponibles. Donc, on peut, si on veut, les classer entre légères, modérées et sévères, mais c'est jamais noir sur blanc. Donc là, j'ai fait 3 lignes, c'est noir sur blanc, ça paraît super organisé, mais je veux dire, on peut facilement être en deux, d'accord, des classifications que je viens de montrer. Puis des fois, surtout quand on est entre modéré et sévère, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Est-ce qu'on est devant un choc anaphylactique ou pas? Une réaction légère, c'est lorsque c'est plutôt localisé quelque part dans notre corps. C'est un petit urticaire, une démangeaison, de la rougeur. Modéré, c'est lorsque c'est un peu plus étendu au niveau de notre corps. Notre système
notre système pulmonaire peut être affecté, donc on peut avoir peut-être un peu de difficulté à respirer. Tandis qu'une réaction allergique sévère ou plutôt un choc anaphylactique, c'est lorsque vraiment nos poumons sont compromis et que notre système cardiovasculaire également peut être compromis. Avant de parler de choc anaphylactique, j'aimerais mentionner la sensibilisation. On en parle souvent comme étant la première étape avant de développer un choc anaphylactique. Donc, c'est ce qui se passe au fait lorsqu'on est en premier contact avec notre allergène. Ce qui se passe, c'est que notre système immunitaire réagit de façon démesurée et au sein de nos cellules immunitaires, les IgE, qui sont des anticorps, donc un type de protéine que nos cellules forment, sont formés. Ensuite, les IgE, ils vont se lier à des cellules, d'accord? Elles vont être liées à des cellules immunitaires et ils vont pouvoir, dans le fond, reconnaître l'allergène si jamais il y a un second contact. Donc, la sensibilisation, c'est ça, et ça peut passer de manière inaperçue. Donc, ça se peut que quelqu'un subisse une sensibilisation et qu'on ne le sache pas, ou qu'on ait une réaction allergique, mais qu'elle soit très, très légère. Donc, peut-être, par exemple, un rash, sans d'enflure, sans de difficulté à respirer. Ensuite, lorsqu'on arrive au second contact, nos IgE qui sont déjà liés à nos cellules immunitaires vont reconnaître par la suite l'allergène et c'est là qu'il y a une activation au niveau des cellules immunitaires par la formation du complexe anticorps-antigène, donc suite à la liaison à l'allergène. Et c'est à ce moment-là que la libération massive des substances chimiques va causer l'anaphylaxie. Donc ici, je viens résumer un peu ce que j'ai dit. Donc, premier contact, formation des IgE. Second contact, les IgE et l'antigène vont former un complexe qui va ensuite activer les cellules immunitaires, qui vont ensuite sécréter notamment l'histamine, mais d'autres substances chimiques qui vont être responsables d'un choc anaphylactique. Il faut garder en tête qu'il y a aussi le choc anaphylactoïde qui est possible. Les symptômes sont identiques au choc anaphylactique, ça se présente de la même manière, mais ça ne nécessite pas de sensibilisation au préalable. Point de vue clinique, ça nous apporte un peu, ça nous apporte peu, désolé, justement parce que lorsque un patient se présente avec des symptômes de choc anaphylactique, j'imagine les cliniciens, ils passent pas le temps à essayer de se poser est-ce qu'il y a eu sensibilisation, est-ce que c'est un choc anaphylactique, anaphylactoïde. Tout ça pour dire peu importe parce qu'à la fin, c'est le même traitement. Donc, on veut agir rapidement, on veut renverser les symptômes du choc et essayer de différencier les deux, c'est pas très pertinent. Donc, l'anaphylaxie, comme on le sait, c'est une réaction allergique grave et qui est fatale, qui arrive très, très rapidement. Donc, souvent 3 à 30 minutes après le contact avec l'allergène. Mais souvent, je dis à mes patients de faire attention parce que ça peut être un piège, quoique c'est très, très rare, mais une anaphylaxie peut survenir quelques heures après le contact. C'est rare en pratique, mais si on a, par exemple, un contact soupçonné ou bien même un contact confirmé avec un allergène et que la personne n'a pas réagi en dedans des 3 à 30 minutes prévues, c'est pas impossible qu'elle réagisse quelques heures plus tard. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait garder en tête. Donc, comme on le sait, l'anaphylaxie affecte notre corps à plusieurs niveaux. Donc, notamment au niveau de la peau, on parle de démangeaison, de chaleur, de rougeur et d'enflure. Au niveau des poumons, donc la personne peut avoir de la difficulté à respirer, une sensation de difficulté à avaler également, et la voix peut être modifiée. Donc, on parle souvent d'une voix rauque. Encore une fois, ça dépend des gens. C'est pas tout le monde qui va avoir ces symptômes-là, mais c'est les plus communément rapportés dans la littérature. Au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins, donc le choc anaphylactique va être responsable d'un pouls qui va être beaucoup plus faible, mais quand même rapide. La personne peut avoir une baisse de sa tension artérielle, des étourdissements, une sensation de faiblesse et de pâleur qui peut être perçue également. Au système digestif, parfois on peut retrouver des symptômes comme de la nausée, des vomissements, des crampes, même de la diarrhée dans certains cas. Et dans d'autres cas aussi, on peut avoir de l'anxiété. L'anxiété peut même être là, surtout si la personne est consciente de ce qui est en train de se passer, et des maux de tête quand même assez sévères. Donc,
on va pas essayer qu'on soit la personne qui subit le choc anaphylactique. On va pas s'attendre évidemment à avoir tous ces symptômes. C'est-à-dire un tableau clinique d'anaphylaxie peut varier d'une personne à l'autre. Des fois, quelques symptômes sont suffisants pour conclure qu'on a ça. Et c'est pas vrai qu'il faut attendre vraiment qu'il y ait une atteinte de chaque organe que je présente ici pour déduire que c'est un choc anaphylactique et agir. Donc, parlons maintenant des traitements. Donc, pour soigner de la partie plutôt pathophysio, je vous invite également à aller au site de Allergie Québec. Il y a de belles informations aussi qui englobent un peu, bon, choc anaphylactique, réaction allergique. Maintenant, si on parle des traitements, on va commencer par les antihistaminiques. Donc, l'histamine, je l'ai mentionné. Donc, brièvement, c'est une substance chimique qui est formée par nos cellules immunitaires lorsqu'il y a une réaction allergique. OK? Donc, il y a des récepteurs dans notre corps à plusieurs niveaux, au niveau de la peau, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau du cœur, qui attendent l'histamine dans le fond pour qu'elle s'y lie. Donc, les principaux récepteurs, c'est les H1, H2, H3, H4. Lorsque je parle d'antihistaminique aujourd'hui, je vais parler de ceux qui agissent au niveau des récepteurs H1 à l'histamine et les récepteurs H1 et H2. C'est les récepteurs qui sont le plus exprimés dans notre corps. Mais encore une fois, aujourd'hui, je parle des antihistaminiques qui vont aller se lier au récepteur H1 de l'histamine. Comment est-ce que l'histamine réagit? Donc, bon, il y a une sécrétion d'histamine, il y a une libération d'histamine qui se fait à partir des cellules immunitaires, notamment les mastocytes, et ils vont aller se lier à leurs récepteurs et résulter des symptômes retrouvés lors d'une réaction allergique. Donc, la rougeur, la démangeaison, la chaleur, l'enflure et l'augmentation des battements du cœur sont les principaux symptômes où est-ce que c'est l'histamine qui est responsable. Donc ici, ça résume le mécanisme d'action des antihistaminiques, donc les médicaments. Comme vous pouvez voir, les antihistaminiques sur la photo, ils sont présentés en jaune et l'histamine, elle est présentée en bleu. Donc les cellules immunitaires vont libérer l'histamine et normalement, l'histamine est censée aller se lier à ces récepteurs au niveau de notre corps. Mais lorsqu'on prend un antihistaminique, c'est l'antihistaminique qui va gagner avec une certaine affinité au récepteur et l'antihistaminique se lie au récepteur, ce qui empêche à l'histamine de s'y lier et ce qui empêche finalement les réactions dont l'histamine est responsable. Donc, ici, ça résume encore une fois les antihistaminiques H1 qui se lient au récepteur H1. Et finalement, les antihistaminiques, on les donne pour contrecarrer les effets de l'histamine. Donc, c'est quand qu'on les utilise? Alors, c'est important de savoir qu'on peut les utiliser seuls ou en combinaison. Donc, si jamais on est dans une situation où est-ce que on a donné un antihistaminique et que là, bon, la réaction s'est développée plutôt vers un choc anaphylactique, oui, on peut donner l'épipène même si on a donné une dose de Benadryl à quelqu'un. D'accord? C'est pas une contre-indication de mélanger les deux. Seul ou en combinaison, donc si jamais suite à la résolution d'un choc anaphylactique ou face à quelqu'un qui a une réaction allergique modérée, par exemple, on peut voir sur une ordonnance un antihistaminique avec un corticostéroïde, par exemple. Donc, finalement, il n'y a pas d'interaction avec grand-chose et surtout pas avec les autres médicaments qui sont utilisés en allergie. Il faut retenir que c'est des traitements de deuxième intention lors d'un choc anaphylactique. Encore une fois, ils peuvent être donnés avec l'épinéphrine, mais ce n'est pas les premiers traitements qu'on utilise lorsqu'on fait face à un patient qui a un choc anaphylactique. Donc, pour une réaction sévère, donc même si on est devant un choc anaphylactique, si on veut utiliser pour X raisons, donc on n'est pas en mesure d'obtenir un épipène par exemple, on priorise les antihistaminiques de première génération, comme le diphénhydrinamine qui est le Benadryl. Donc, j'ai dit première génération. Il y a 3 générations d'antihistaminiques. Donc, la première génération d'antihistaminiques, c'est par exemple la Tarax qui est plus vraiment disponible. Donc, ma photo, elle est un peu... fait pas trop de sens parce que la Tarax, l'original, n'est plus vraiment disponible. C'est connu sous le nom d'hydroxyzine. Et le Benadryl qu'on connaît évidemment, qui est un antihistaminique de première génération. Maintenant, ce qui est bien avec les antihistaminiques de première génération, ils sont très efficaces parce qu'ils vont agir sur la majorité des récepteurs H1. Mais ça leur confère une propriété qui est qu'ils ne sont pas sélectifs aux récepteurs H1 voulus. C'est-à-dire, ils vont traverser le cerveau puis ils vont aller
aller inhiber les récepteurs H1 qu'on ne veut pas nécessairement inhiber. Donc, c'est pour ça que souvent, on retrouve qu'ils ont plus d'effets secondaires, notamment la somnolence. Ils doivent être, c'est des molécules qui sont un peu plus anciennes, donc elles doivent être prises plusieurs fois durant le jour. Donc, l'Atarax, le Benadryl, c'est des doses qui doivent être répétées aux 4 à 6 heures si on veut maintenir un effet soutenu. Les antihistaminiques de deuxième génération, donc ils sont plutôt sélectifs au récepteur H1 qu'on veut aller cibler en cas d'une réaction allergique. Donc à titre d'exemple, juste pour vous mettre dans le bain, j'ai mis le Claritin. On l'utilise beaucoup moins dans des contextes, par exemple, d'allergie alimentaire. C'est pas impossible que si quelqu'un réagit pas bien à d'autres antihistaminiques, qu'on essaye le Claritin, mais c'est plutôt le Reactine qu'on a l'habitude, de voir. Le Reactine en vente libre est disponible à dose de 10 mg. Vous allez voir que sur la boîte, c'est écrit de ne pas prendre plus que 10 mg par jour, mais c'est finalement juste une précaution du fabricant parce qu'en théorie, le Reactine, on peut donner jusqu'à 20 mg. Et des doses de 20 mg par jour, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans des contextes d'allergie, surtout modérés à sévères. Donc, l'avantage des deuxièmes générations, donc ils vont couvrir 24 heures, donc c'est une prise par jour. Et aussi, il y a moins d'effets secondaires. Donc, il y aura moins de somnolence, notamment. Pour ce qui en est des doses, donc pour les premières générations, le Benadryl, c'est des comprimés de 25 à 50 mg qui vont se répéter 4 à 6 heures, donc ça peut aller jusqu'à 6 fois par jour. Pour l'Atarax, donc l'hydroxyzine, c'est des capsules de 10 à 50 mg qui se donnent également plusieurs fois durant le jour. Versus, comme je l'ai dit, deuxième génération, donc Reactine, 10 à 20 mg seulement une fois par jour. Chez les enfants, ça va dépendre beaucoup du poids lorsqu'on vient à administrer un antihistaminique. Sur les boîtes aussi, lorsque vous les achetez en vente libre, vous allez voir que c'est écrit de ne pas donner du Benadryl chez un enfant de moins de 2 ans. Donc, il y a plus de précautions à prendre, en effet. Il y a l'effet paradoxal qui peut arriver chez les enfants. Plutôt qu'ils aient de la somnolence, ça se peut qu'au contraire, ça leur crée un peu de nervosité et d'agitation. Donc, c'est plutôt pour ça qu'on prend nos précautions lorsqu'on administre un antihistaminique, surtout de première génération à un enfant, mais c'est pas pour autant que c'est une contre-indication ou que ce n'est pas sécuritaire. Je vais, durant la présentation, beaucoup parler de la fameuse balance de risque versus bénéfice. Donc, les risques de donner un antihistaminique, comme par exemple du Benadryl chez un nourrisson, chez un enfant de 18 mois, donc en bas de 2 ans. Donc, les risques de donner du Benadryl à cet enfant-là versus les bénéfices pourraient être moindres. C'est-à-dire, si on pense que l'enfant a vraiment une indication pour le prendre, on va quand même lui donner. Maintenant, si je suis devant une mère qui vient parce que son enfant il a de la difficulté à dormir, puis elle veut lui donner quelque chose un peu pour l'endormir, donc c'est dans une situation comme ça que je donnerai pas le Benadryl, par exemple. Mais juste pour reprendre, donc chez les enfants, on calcule la dose selon le poids. Et chez les petits enfants, donc moins de 2 ans, généralement, ça va être avec le médecin qu'on le voit. Donc, ça va être prescrit plutôt que pris en vente libre, mais ce n'est pas dangereux. Donc, chez la femme qui est enceinte ou chez la femme qui allaite, c'est sécuritaire. Encore une fois, sur les boîtes, vous allez voir de ne pas l'utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, mais c'est encore des mesures de précaution. Et encore une fois, c'est la balance du risque versus des bénéfices qui embarque. Donc, si on a besoin d'utiliser un antihistaminique pour une réaction allergique, on va le donner chez une femme enceinte, il n'y a pas de risque. Le Reactine et le chlortripolone, c'est des molécules avec lesquelles on a plus de rapports de cas, aussi des molécules qui sont un peu plus anciennes que les autres. Donc, c'est surtout celle-là qu'on va prioriser chez la femme enceinte ou qui allaite. Chez les personnes âgées, c'est il faut être un peu plus, prendre plus de précautions parce qu'ils sont plus vulnérables, surtout pour les antihistaminiques de première génération, à développer des effets secondaires. Donc, encore une fois, on va voir pourquoi est-ce qu'on le donne, est-ce que ça vaut le coup. Sinon, juste faire un suivi ou bien, c'est ça, donner des mesures à la personne pour essayer de combattre les effets secondaires qui peuvent arriver. Donc, en parlant d'effets secondaires, j'en arrive. Donc, surtout, de la somnolence, de la bouche sèche et des étourdissements. Donc, ces effets peuvent être plus problématiques, en effet, chez une personne âgée. Il faut garder en tête aussi que c'est les antihistaminiques de première génération, comme la Tarax, le Benadryl, qui vont causer plus d'effets secondaires versus deuxième génération. Ils vont en causer moins.
Donc, on en vient à l'épinéphrine maintenant. Donc, j'ai choisi cette photo pour introduire le sujet. Donc, il faut garder en tête que l'épinéphrine, c'est de l'adrénaline. Donc, je commence par dire c'est quelque chose qu'on a naturellement dans notre corps. Comme vous voyez, il y a un homme qui essaie de s'échapper parce qu'il vient de voir un lion. D'accord? Donc, le lion se pose des questions. C'est quoi qui fait que cet homme est tellement fort puis qu'il arrive à courir puis moi, je suis censée lui faire peur? Donc, on voit que l'homme est en situation de stress, mais il arrive quand même à courir et à échapper au lion. Donc, heureusement, on sécrète quelque chose qui s'appelle l'adrénaline, qui est l'hormone qui nous sauve dans des situations de stress. C'est ce qui nous permet de maintenir une bonne fonction respiratoire, une bonne fonction cardiaque et de renforcer nos muscles lorsqu'on est en situation de stress. Pourquoi je le mentionne? C'est surtout lorsque je vois qu'il y a des patients qui peuvent, et c'est compréhensible, je veux dire, je suis pas maman, mais faire une injection de quelque chose qui s'appelle épinéphrine à son enfant de 2 ans, ça peut être stressant. Mais juste garder en tête que c'est quelque chose qu'on a naturellement dans notre corps. Les enfants, même dès la naissance, ils sécrètent cette fameuse adrénaline. Il y a des récepteurs dans notre corps qui la reconnaissent. Donc, c'est juste une manière que j'essaie d'utiliser juste pour essayer de démystifier un peu les malfaits de l'épinéphrine. Et c'est aussi pour savoir que lorsqu'on est dans des situations fatales, comme un choc anaphylactique, ce type de molécule est complètement inoffensive et on en a besoin. D'accord? Donc, les risques de donner de l'épinéphrine à un enfant, par exemple, ne surpassent pas les bénéfices dans un cas de réaction allergique sévère. Donc, l'épinéphrine, comme je vous le dis, c'est l'adrénaline. C'est une molécule que notre corps reconnaît. Dès que l'épinéphrine se lie à nos récepteurs adrénergiques, ça résulte des effets qu'on appelle les effets sympathomimétiques. Donc, à titre d'exemple, ici, j'ai nommé quelques récepteurs et leur effet lorsque l'épinéphrine s'y lie. J'ai nommé ceux qui sont le plus intéressants pour nous en cas de réaction allergique sévère, donc d'un choc anaphylactique. Par exemple, au niveau du cœur, les récepteurs bêta-1 sont là pour que lorsque l'épinéphrine s'y lie, il y a une augmentation du rythme cardiaque et la force de contraction du cœur. Ensuite, au niveau des poumons, c'est les récepteurs bêta-2 avec lesquels l'épinéphrine va interagir pour permettre d'augmenter le volume des poumons et d'améliorer la fonction respiratoire. Donc, ici, je le répète, lors d'un choc anaphylactique, l'épinéphrine, lorsqu'elle est injectée, ça nous permet d'ouvrir les voies respiratoires, d'améliorer la pression artérielle, qui, n'oubliez pas, peut-être diminuer dans le cas d'un choc anaphylactique, et ça permet d'accélérer également le rythme cardiaque. Donc, ici, on peut voir que, contrairement à l'antihistaminique qui agit au niveau de notre système immunitaire à essayer de contrecarrer les effets de l'histamine, l'épinéphrine va directement cibler les organes qui sont compromis lors d'un choc anaphylactique. Donc, ça permet aussi de montrer la différence entre les deux molécules, les deux classes de médicaments. Donc, l'épinéphrine, c'est vraiment notre traitement initial en choc anaphylactique. C'est pas quelque chose qui est à questionner. C'est un traitement qui est rapide et c'est une injection dans le muscle qui peut être mal commode. Et oui, c'est une injection plutôt que des comprimés, mais les propriétés pharmacologiques de cette molécule font en sorte qu'elle agit beaucoup plus rapidement lorsqu'elle est donnée dans le muscle. Donc, d'où l'importance de savoir que c'est quelque chose qui s'injecte et il n'y aurait pas d'alternative malheureusement dans des cas de stress, de choc anaphylactique. Donc, il y a possibilité de faire 2 injections aussi. Puis, il faut savoir qu'il faut se présenter à l'urgence immédiatement suite à une injection d'épinéphrine. Maintenant, c'est quand on l'utilise. J'ai parlé tout à l'heure lorsqu'on est dans une situation où est-ce qu'on suspecte ou on sait qu'il y a eu un contact avec l'allergène. Donc, c'est recommandé de l'administrer même si la réaction n'est pas encore rendue à un choc anaphylactique. Donc, même s'il y a un urticaire, une enflure, souvent, c'est des questions qu'on pose souvent à la pharmacie et j'ai de la misère à répondre parce que c'est pas noir sur blanc, c'est pas bon, tu as de la difficulté à respirer, c'est là que tu t'injectes l'épinéphrine. On a moins de problèmes avec quelqu'un qui se l'injecte un peu trop tôt ou bien, entre guillemets, pour rien, versus quelqu'un qui attend vraiment que le cœur et que les poumons soient compromis. Donc, dès qu'il y a un urticaire qui est propagé sur le corps, qui a une enflure, même avant d'avoir la difficulté à respirer,
l'injection de l'épinéphrine peut se faire, d'accord? Surtout lorsqu'on est dans une situation où est-ce que on était dans un souper et c'est juste après avoir mangé quelque chose que la personne nous dit, bon, il y a tel ou tel allergène auquel on est allergique. Quand est-ce qu'on fait la seconde injection? Ben, au fait, les recommandations disent que si au bout de 10 minutes, il n'y a pas d'amélioration, c'est là qu'on peut faire la seconde injection. Mais de toute manière, suite à la première injection, normalement, on a appelé le 911 et on a été en mesure de parler avec l'équipe médicale qui peut nous guider un peu sur quand faire la seconde injection, les ambulanciers, est-ce qu'ils s'en viennent ou pas. Souvent, c'est les ambulanciers qui font la seconde injection. Mais c'est toujours recommandé d'avoir 2 stylos sur soi. Même l'OMS le recommande. Donc, l'épinéphrine, chez les adultes, c'est disponible en 2 stylos, donc Allerject et EpiPen. C'est des doses de 0,3 mg d'épinéphrine qui se trouvent à l'intérieur. Chez les enfants, la dose va être calculée selon le poids. Donc, on peut trancher à partir de 25 kg. Donc, tout ce qui est au-delà de 25 kg, normalement, c'est EpiPen ou Allerject adulte. J'ai déjà eu des pédiatres qui ont à des poids un peu plus bas donné de l'EpiPen ou l'Allerject adulte. Mais en règle générale, c'est vraiment entre 10 et 25 kg qu'on donne l'EpiPen junior et l'Allerject junior. Maintenant, on va revenir un peu sur les poids en bas de 10 kg un peu plus tard, mais ça reste que c'est du cas par cas pour les poids un peu plus bas. Donc ici, j'aimerais vous présenter une étude qui malheureusement reflète la réalité, qui est intéressante et qui nous fait réaliser des choses. Donc, c'est une étude qui a été faite auprès de 101 familles chez qui les enfants ont été diagnostiqués avec une allergie alimentaire. Les pédiatres leur ont remis un stylo auto-injecteur, on leur a démontré comment l'utiliser et on les a laissés partir avec ça. On a pris un rendez-vous avec eux, donc avec le même pédiatre. On leur a remis un questionnaire et on leur a demandé de faire une démonstration de l'auto-injecteur. Au retour, donc, ça c'est les résultats du questionnaire. Donc, 85% des parents ont rapporté qu'ils avaient le stylo en tout temps, mais seuls 71% des parents l'avaient vraiment sur eux lors du rendez-vous. Ça c'est un peu drôle, comme ils ont menti. Il y en a qui ne l'avaient pas, puis ils disent qu'ils l'avaient en tout temps, mais c'est pas si drôle que ça parce que ça fait réaliser que c'est pas vrai que tout le monde l'a toujours sur soi. Ensuite, les stylos non expirés, il y avait quand même il y a que 55% de ces familles-là qui avaient entre les mains un stylo qui n'avait pas été expiré. Et les autres 45%, ils n'avaient pas réalisé que le stylo était expiré, désolé, ils n'avaient pas fait les démarches pour essayer de se le faire remplacer. Ensuite, est-ce que tout le monde avait un stylo disponible à l'école pour leur enfant? Non. Donc, on a quand même 23% de ces familles-là, donc environ 2 sur 10 qui n'avaient pas le stylo à l'école pour l'enfant. Et est-ce que les indications avaient été données au personnel de l'école, savoir quand l'injecter, comment l'injecter? On peut voir que c'est pas égal à 100%, le pourcentage qui a été rapporté. Et pour la démonstration de l'utilisation de l'auto-injecteur, seuls 32% des familles avaient bien démontré l'utilisation de l'auto-injecteur. Donc, ça fait réaliser des choses, même si parfois les gens sont suivis à plusieurs niveaux, donc dans le bureau du médecin, à la pharmacie, à l'école. Ça fait réaliser qu'il y a encore du travail à faire. Donc, ça en vient à dire trois trucs clés pour ce qui en est de l'épinéphrine. Donc, il faut toujours s'assurer qu'on est en mesure de bien se faire injecter l'épinéphrine. Donc, est-ce qu'on est confortable avec la méthode? Si on n'est pas confortable, il y a des vidéos YouTube, on peut retourner à la pharmacie, on peut demander à la compagnie de nous envoyer des samples pour vraiment se pratiquer jusqu'à ce qu'on maîtrise vraiment bien la technique. Si c'est pour nos enfants, donc s'assurer que tout le monde soit au courant. Donc, s'ils se font garder chez les grands-parents, est-ce que grand-maman, grand-papa est confortable à l'usage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera en mesure d'injecter s'ils ne sont pas confortables? Donc, il faut vraiment prévoir tout ça avant qu'un choc anaphylactique n'arrive, si jamais il va arriver. Ensuite, il faut s'assurer qu'on ait toujours un stylo non expiré sur soi. Encore une fois, l'OMS recommande 2 stylos sur soi, justement pour diminuer les chances qu'il y en ait un qui soit expiré ou pas. Et finalement, s'assurer que le stylo soit disponible un peu partout, donc au chalet, au bureau,
chez maman, chez papa, chez grand-maman, chez grand-papa. Je sais que ça fait exagérer, surtout sortant de la bouche d'une pharmacienne. Vous allez vous dire, ah, elle veut nous vendre des stylos. Ouais, j'essaie d'en vendre 4 au lieu de 1, mais honnêtement, j'ai de très bonnes méthodes de marketing et j'arrive à vendre beaucoup de produits à la pharmacie. C'est plus dans la section des cosmétiques, pas avec l'EpiPen, je vous dirais. Donc, EpiPen, honnêtement, c'est pas suffisant, d'accord? J'essaie toujours de forcer la vente plus que mais c'est vraiment pour ces raisons-là. Puis, l'étude que j'ai présentée, ça reflète quand même beaucoup et ça me permet de justifier pourquoi il faut vraiment en avoir plus qu'un. Donc, les effets secondaires, donc maux de tête, nervosité, palpitations, tremblements, ça m'inquiète un peu, ça nous inquiète peu d'habitude parce que de toute manière, la personne va se rendre à l'hôpital auprès de l'équipe médicale, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir renverser les effets secondaires. Très important, je l'ai mis en rouge, en gros, il n'y a aucune contre-indication en cas d'urgence. Que ce soit un patient qui ait des problèmes cardiaques, que ce soit une femme enceinte, une personne âgée qui prend une panoplie de médicaments, il n'y a pas de contre-indication en cas de choc anaphylactique à injecter l'épinéphrine. À quelqu'un, on va se faire injecter l'épinéphrine. Donc, c'est très, très important. Donc, l'EpiPen, vous le connaissez probablement déjà. Donc, c'est un stylo qui est facile à tenir. Ce qui est bien avec l'EpiPen, c'est que on arrive à avoir vraiment un contrôle lorsqu'on veut le tenir pour faire l'injection. On a l'extrémité bleue de sécurité en haut et vers le bas, on a le couvre-aiguille qui est orange. Donc, je vais passer rapidement sur la méthode d'injection pour l'EpiPen. Encore une fois, je vous invite à visiter les sites internet dépendamment du stylo que vous avez ou encourager les gens que vous connaissez à visiter les sites internet. Ils ont beaucoup d'outils, de vidéos et de méthodes pour pouvoir être confortable avec le stylo. Donc, l'EpiPen, on le tient à la verticale, l'embout bleu vers le haut, l'embout orange vers le bas. On tire de manière droite, donc sans tordre ou plier l'embout bleu, vers le haut pour finalement activer le stylo. Ensuite, on y va, on fait un mouvement de balance, d'accord? Et on y va fermement sur la partie externe de la cuisse parce qu'on va garder et maintenir le stylo pendant environ 10 secondes. Suite à cela, on l'enlève et on peut masser la région pendant 10 secondes. C'est important de savoir qu'on n'a pas besoin de se déshabiller. Donc, même si on porte des jeans comme dans la photo, l'aiguille est assez forte pour aller injecter dans le muscle de la cuisse. Maintenant, le couvre-aiguille orange va sortir pour ne jamais exposer l'aiguille. Évidemment, on compose de 9 à 1 si ce n'est pas déjà fait. Et on va disposer l'auto-injecteur de façon sécuritaire. Donc, vous pouvez simplement le remettre à l'ambulancier. Allerject, donc le deuxième stylo qui est disponible sur le marché pour l'administration de l'épinéphrine. Malheureusement, il y a eu un rappel il y a environ un mois par Santé Canada. Il y a eu quelques lots d'Allerject où est-ce qu'il y a lors des révisions par Santé Canada, on a réalisé que les doses n'étaient pas les mêmes. Donc, étant donné que si on n'a pas la bonne dose, les conséquences peuvent être fatales, Santé Canada a décidé de retirer le produit du marché. J'ai pas encore la date de retour, mais ça devrait pas tarder. Puis, j'ai mis en bas le site internet à consulter si c'est pas déjà fait. Si vous avez des Allerject à la maison, comment se les faire remplacer. Donc, Allerject, c'est le stylo où est-ce qu'il y a un enregistreur qui parle et qui donne les étapes. Tandis que je vais juste retourner. EpiPen, les instructions sont inscrites vraiment sur le stylo. Et Allerject, la personne parle. Vous voulez mon avis? Je crois que ça soit écrit ou que ça soit dit, ça sert à absolument rien. Moi, j'ai pas d'allergie, j'ai jamais été dans une situation de choc anaphylactique, mais j'ai déjà eu un patient à la pharmacie qui a eu un choc anaphylactique devant les yeux. Est-ce que vous croyez vraiment que j'étais en mesure d'écouter la madame ou de lire les instructions sur EpiPen? Puis c'est pas moi, c'était un patient dans ma salle d'attente. Je vais vous dire que non, d'accord? Donc, tout ça pour dire encore une fois, essayez d'être confortable le plus possible avec la méthode d'utilisation. On ne va pas se fier à la madame qui parle, la madame Allerject qui parle, ni aux instructions qui sont écrites sur l'EpiPen. Vraiment, ce qui est important, c'est d'être confortable avec l'usage du stylo. Qu'on espère qu'on ne va jamais utiliser, mais si on doit l'utiliser, il faut avoir un certain niveau de confort. Maintenant, l'Allerject, c'est simple. Donc, on retire Allerject de son étui.
Donc, on retire le dispositif de sécurité rouge dans ce cas-là. Il ne faut pas toucher l'extrémité noire de l'auto-injecteur, sinon on risque de se piquer. Encore une fois, on n'est pas obligé de se déshabiller. On y va fermement au niveau de la face externe de la cuisse. On garde le stylo cette fois-ci pendant 5 secondes. On le retire et on masse la région pendant 10 secondes. Encore une fois, il y a un système qui permet de cacher l'aiguille pour se protéger et éviter de se piquer. On compose le 911, bien évidemment, et on donne le stylo à l'ambulancier. Donc, la conservation des stylos, ça également, c'est une diapo qui est hyper importante. Donc, on parle de 15 à 25 degrés Celsius. Ça peut aller à la limite jusqu'à 30 degrés Celsius. Donc, si on voyage dans le sud ou si on va skier, donc c'est clair que c'est des températures extrêmes. Souvent, j'ai pas de méthode. Si on s'y prend dernière minute, dans une boîte à lunch à la limite, d'accord, on met pas de glacière, mais au moins c'est isothermique, ça permet peut-être de garder une température assez stable. Mais l'idéal, c'est vraiment de consulter les sites internet respectifs de EpiPen et de Allerject. Ils peuvent offrir des étuis isothermiques qui permettent de garder le stylo à la bonne température. On protège notre stylo évidemment de la lumière, de la chaleur, du gel, de l'humidité. Il faut vraiment que ça soit dans un endroit sec. Et encore une fois, le stylo ne doit pas être expiré. Et si jamais on s'est mal injecté et que pas toute la quantité a finalement été injectée, on le jette le stylo. Donc, on le garde pas pour une autre injection parce que la dose va pas être la bonne. Et si on part en voyage, donc pour les douanes, je vous encourage à appeler votre agence de voyage pour voir s'il y a des particularités. Des fois, c'est des choses qui changent et ça dépend de où est-ce qu'on s'en va et dans quelles circonstances. Mais on vous recommande de le garder dans la boîte et dans son étui. Donc, la conservation, ce qui est important, donc le stylo, c'est quand on change. S'il est expiré, si l'allure de la solution est trouble, ou bien si ça a comme une couleur plutôt pâle, jaune, rosâtre, brunâtre. Donc, si ça n'a pas l'air d'être comme quand on l'a acheté, on se le fait remplacer. Par contre, si malheureusement on est dans une situation où est-ce qu'on est dans un choc anaphylactique, on doit se le faire injecter, on l'injecte quand même. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Le danger, ça serait de ne rien faire en face d'un choc anaphylactique. Mais malheureusement, l'efficacité ne peut pas être... on n'est pas sûr que c'est efficace. L'efficacité, malheureusement, pourrait être altérée. J'en viens au cas donc, autres méthodes. Donc, ça serait quoi l'autre méthode à part les stylos? Donc, c'est plutôt chez les enfants de moins de 10 kg. Étant donné que c'est une dose qui se calcule selon le poids, donc on parle de 0,1 mg par kilo environ, des fois, on est amené à devoir injecter l'épinéphrine avec une fiole de liquide et une seringue. Donc, imaginez-vous, moi-même, j'ai déjà manipulé avec une seringue et une fiole durant mes cours. Mais imaginez-vous dans une situation de stress où est-ce qu'on demande à un parent d'aller, pendant que leur enfant a un choc anaphylactique, d'aller prendre la fiole d'épinéphrine, aller prendre un 0,11 millilitres, bien s'assurer que c'est la bonne dose, s'assurer qu'il n'y a pas de bulle dans la seringue avant de faire l'injection chez un enfant. Bon, tout ça pour dire, il y a un certain niveau de confort qui doit être là et c'est une discussion que le pédiatre doit avoir avec les parents, savoir est-ce qu'on y va avec l'EpiPen ou l'Allerject Junior de 0,15 mg, donc un peu plus élevé peut-être que la dose qu'on désire donner chez un enfant de moins de 10 kg, ou bien est-ce qu'on remet quand même les fioles d'épinéphrine avec les seringues. Il y a même des études qui ont été faites auprès de personnel médical, donc des infirmières et des médecins, donc les infirmières, les pros dans les injections, et même elles dans des situations de stress, donc en présence d'un nourrisson. Je ne parle pas d'une infirmière au travail à l'hôpital. Je parle d'une infirmière, par exemple, qui doit gérer le choc anaphylactique de son enfant rapidement avec une seringue. Donc, même là, il y a eu des échecs. Donc, c'est pour ça que si vous êtes si votre enfant doit recevoir une prescription d'EpiPen ou d'Allerject Junior, donc une dose plus élevée que ce qui devrait être administré, ne soyez pas inquiets. Ça revient à ma première diapo. L'adrénaline, c'est pas quelque chose qui est inconnu au corps de votre enfant. Et de toute manière, l'enfant va se présenter à l'hôpital et va pouvoir être en contact être suivi par le personnel médical qui va contrecarrer les effets secondaires de l'épinéphrine. Bon,
Donc, ça en vient aux autres traitements. Donc, on a parlé des antihistaminiques, on a parlé de l'épinéphrine, ceux qu'on connaît le plus. Mais sous ordonnance, il y a les corticostéroïdes qui sont très souvent retrouvés lors de la sortie d'hôpital de quelqu'un chez qui on a géré son choc anaphylactique. Donc, c'est des agents qui agissent à plusieurs niveaux. On pourrait passer 3 heures à discuter des mécanismes d'action et des corticostéroïdes et de où est-ce qu'on les utilise. Mais ça reste que c'est des anti-inflammatoires et c'est des immunosuppresseurs. Donc, le mot immunosuppresseur est un mot-clé ici parce qu'ils agissent au niveau de notre système immunitaire qui est impliqué lors d'une réaction allergique. Donc, ça permet de diminuer notamment les mastocytes au niveau de la peau et ça permet de renverser la synthèse de certaines substances chimiques responsables de la réaction allergique. Encore une fois, c'est très bref ce que je dis à propos des corticostéroïdes, mais je crois qu'on n'a pas envie de se casser la tête avec leur mécanisme d'action en cette belle soirée. Donc, les corticos, il y a plusieurs indications. En allergie, ils ont leur place, mais il n'y a aucune étude qui prouve leur efficacité en temps et lieu lors d'un choc anaphylactique, surtout parce qu'ils agissent au bout de plusieurs heures. Donc, 4 à 6 heures versus un choc anaphylactique qui se développe en dedans de 30 minutes. Déjà, on peut faire la conclusion que ce n'est pas une bonne option de traitement sur le coup. Mais souvent, on va avoir des ordonnances, donc chez les adultes et chez les enfants, sur une durée de quelques jours, à différents dosages, honnêtement, plutôt pour contrecarrer les effets qui peuvent... Donc, quand on donne l'épinéphrine ou quand on gère un choc anaphylactique, il est possible que, par exemple, il y ait encore un œdème ou une enflure qui soit présente, encore un urticaire, un rash généralisé qu'on n'arrive pas à contrecarrer simplement avec nos antihistaminiques. Donc, c'est là que les corticostéroïdes sont très pertinents et qui sont donnés. Donc, chez les adultes à différents dosages, honnêtement, j'en ai vu de tout dosage, toute durée de traitement, ça dépend. Chez les enfants, c'est la dose qui est calculée selon le poids. Souvent, quand on parle de corticostéroïdes, je peux voir dès que je dis à mes patients, bon, je vous remets un corticostéroïde, je peux voir leur visage qui change de couleur parce qu'ils ont peur des effets secondaires. Donc, lorsqu'on parle de corticostéroïdes, je reste dans le contexte des allergies, c'est une courte durée de traitement. Étant donné que c'est une courte durée de traitement, on ne s'en fait pas sur les effets secondaires dont on connaît. Donc, ça ne va pas créer le diabète, ça ne va pas créer l'ostéoporose chez quelqu'un. Puis on n'a même pas besoin de sevrer quelqu'un qui prend un corticostéroïde dans un contexte classique d'allergie, donc sur une petite durée de temps. Donc, une durée de traitement de 2 semaines, ça ne nécessite pas un sevrage. Donc, même si on a reçu de grosses doses de prednisone, on n'est pas obligé de se faire sevrer du corticostéroïde. Donc, il faut garder en tête que c'est des molécules qui sont quand même... Donc, oui, c'est des molécules qui sont puissantes, qui sont très efficaces, mais dans le contexte des allergies, je ne m'inquiéterai pas pour les effets secondaires. Il y en a quand même, d'accord? Ça ne serait pas vrai de dire qu'aucun médicament a aucun effet secondaire. Croyez pas un pharmacien qui vous le dit. Donc, ça serait une mauvaise digestion. Donc, on dit aux patients de le prendre en mangeant. La difficulté à dormir, un peu de nervosité. C'est pour ça qu'on dit souvent de le prendre le matin. J'ai mis hyperglycémie, donc on s'entend, c'est pas le diabète que la personne va développer, mais si je fais face à une personne qui est diabétique, c'est pas choquant si ses glycémies augmentent. Donc, si le sucre dans son sang que la personne teste à la maison, elle réalise que ses glycémies finalement sont en train d'augmenter lorsqu'elle est sous traitement de prednisone, c'est normal. Donc, ici, ça va plutôt être du cas par cas. Le médecin va peut-être décider de donner des doses plus petites, de limiter la durée de traitement, de donner aux patients une échelle d'insuline, peu importe. C'est quelque chose qu'on sait qui va arriver, puis ça dépend des patients, chez qui on va s'inquiéter, chez qui on va laisser passer. Donc, ça fait un peu le survol de tout ce que j'avais à dire, ou bien tout ce que j'ai voulu dire par rapport au traitement et dans le contexte d'allergie alimentaire. Donc là, j'aimerais parler de 2 petits sujets que je trouve intéressants, que j'ai rencontrés lors de ma pratique, puis aussi au sein de Allergie Québec, en répondant à des questions de plusieurs d'entre vous. C'est des choses qui sont intéressantes et que j'ai dû faire des recherches pour. Donc, est-ce que quelqu'un qui est allergique au lait est en mesure de prendre des médicaments qui contiennent du lactose? Alors oui, il est en mesure de prendre des médicaments qui contiennent du lactose et c'est un gros tant mieux parce que il y a une panoplie de médicaments qui contiennent du lactose. Ce qui est bien dans le cas du lactose, c'est qu'on a plusieurs études à notre disposition qui font en sorte qu'on a pu déduire que c'est quelque chose qui est sécuritaire. Donc, il n'y a pas eu de réaction allergique
au sein des personnes atteintes d'allergie au lait lorsqu'ils ont pris des médicaments qui contenaient du lactose. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune étude prospective donc qu'on suit où est-ce qu'il y a un patient qui a réagi lorsqu'il a pris un médicament qui contenait du lactose. Donc, c'est un gros tant mieux. Je ne parle pas des intolérants au lactose, je parle vraiment des allergies au lait. Donc, on essaie de comprendre un peu pourquoi. Donc, déjà, ce qui est rassurant, le lactose, ce n'est pas l'allergène du lait. Mais ce qui peut arriver parfois, c'est une contamination. Donc, lorsque le lactose a été extrait d'une source laitière, il y a peut-être eu une contamination avec les allergènes du lait. Et c'est ça qui peut être parfois inquiétant lorsqu'on parle d'ingrédients auxquels on n'est pas censé être allergique, mais qui proviennent d'une source à laquelle on est allergique. Donc, juste pour rester dans le cas du lactose, lorsque c'est dit de ne pas prendre quelque chose qui contient du lactose, un médicament qui contient du lactose parce qu'on est allergique au lait, c'est vraiment une routine. C'est vraiment ce que les compagnies pharmaceutiques veulent dire plutôt pour se protéger parce que ce n'est pas une pratique qui est justifiée. Et je me base surtout sur le World Allergy Organization qui ont vraiment fait un consensus là-dessus et qui le disent clairement que c'est sécuritaire de prendre un médicament qui contient du lactose lorsqu'on est allergique au lait. Donc, il y a eu un rapport de cas chez un enfant asthmatique, je vous le présente quand même, où est-ce qu'il a réagi lorsqu'il a utilisé son corticostéroïde en inhalateur. Finalement, il a été avéré qu'il y a un lot, au sein de ce lot de Symbicort, c'était le produit en question, au sein de ce lot, la compagnie a trouvé que oui, leur lactose était contaminée. Mais après, donc la contamination est possible, mais encore une fois, je le répète, pour le cas du lactose, c'est sécuritaire. Si vous n'êtes pas confortable, si vous avez des doutes, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas. On ne va jamais vous forcer à prendre quelque chose que vous n'êtes pas confortable de prendre. On va essayer en tant que pharmacien de trouver des alternatives pour essayer de combler votre niveau de confort, mais a priori, c'est sécuritaire. Et ça en vient à dire aussi, donc j'ai parlé de allergie, contamination. Donc souvent, quand on n'est pas sûr, d'accord, le meilleur c'est quand on est à la maison et on n'est pas sûr si on doit prendre ou pas un médicament, on lit les ingrédients et on a un doute par rapport à un ingrédient. L'idéal, c'est d'appeler la compagnie. Avant même d'appeler la compagnie, je vous invite à appeler vos pharmaciens qui, eux, peuvent appeler la compagnie. Si votre pharmacien ne veut pas appeler la compagnie, vous changez de pharmacie, tout simplement. Mais tout ça pour dire, donc, il y a des appels qui doivent être faits. Il faut savoir s'il y a un ingrédient suspect. Est-ce que la source d'approvisionnement de cet ingrédient, ça provient de l'aliment auquel on est allergique? Ça me fait penser au cas de arachidyl alcohol et arachidyl glucoside. C'est des ingrédients qui sont très fréquemment retrouvés dans des crèmes hydratantes. C'est des produits qui sont hydratants. Puis, c'est arachidyl, je veux dire, ça nous fait penser aux arachides. Est-ce que quelqu'un qui est allergique aux arachides peut employer des crèmes qui contiennent ces deux ingrédients? Donc, ces deux ingrédients ne sont pas les allergènes de l'arachide. Donc, a priori, oui, ce sont des ingrédients qui sont sécuritaires à être employés chez des personnes allergiques. Mais le problème vient où? Le problème vient lorsque notre arachidyl alcohol ou notre arachidyl glucoside a été extrait des arachides ou de l'huile d'arachide. Donc là, il y a le risque de contamination entre les protéines auxquelles nous sommes allergiques et l'arachidyl alcohol ou l'arachidyl glucoside. Et c'est ce risque de contamination qui, souvent, les compagnies ont de la misère à nous donner de bonnes réponses. Mais je vous encourage quand même à savoir, parce que j'ai déjà appelé Johnson & Johnson et ils m'ont rapporté que pour une gamme de leurs produits, par exemple l'arachidyl alcohol et glucoside, allait toujours être sécuritaire chez quelqu'un qui est allergique aux arachides parce que, bon, ils s'assurent que leurs sources d'approvisionnement ne proviennent pas soit de l'huile d'arachide ou des arachides ou qu'il n'y ait pas eu de contamination. Mais au sein de la même compagnie, ils vont me dire qu'une autre gamme de leurs produits, ça peut varier d'un lot à l'autre. Un peu comme l'histoire du patient que je vous ai présenté avec son inhalateur corticostéroïde qui a été contaminé avec des protéines de lait. Donc, tout ça pour dire, on se réfère au pharmacien si on a des doutes ou à la compagnie et la décision est la vôtre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas confortable, vous en discutez avec votre médecin, vous en discutez avec votre pharmacien et on essaie de trouver des alternatives. Donc, ça fait un peu le tour de ma présentation.
Donc là, c'est la période des réponses aux questions. On va regarder s'il y a des questions qui ont été posées ici. Il n'y a pas encore de questions. Peut-être, Cynthia, si tu voudrais élaborer sur certains conseils que tu donnes en pharmacie à tes patients, justement, qui sont allergiques, qui viennent te voir avec leur prescription. Ouais, au fait, si on parle des allergies de médicaments, pour les allergies aux médicaments, j'ai souvent des questions par rapport à la pénicilline. Donc, on sait que les allergies à la pénicilline, il y a environ 20 à 30% des gens qui peuvent être allergiques à la pénicilline, mais c'est des réactions allergiques qu'on perd avec le temps. Donc, j'encourage les gens qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, cinquantaine ou plutôt des adultes qui ont retenu une réaction allergique à la pénicilline, que leur mère leur a dit « Ah, quand tu étais enfant, tu as une allergie à la pénicilline », d'aller se faire tester pour savoir est-ce qu'ils sont encore allergiques à la pénicilline. Parce que souvent, avec le temps, on développe une certaine tolérance et on ne devient plus allergique à la pénicilline. Donc ça, c'est une chose. Aussi, j'ai souvent des patients qui sont un peu réticents à vouloir administrer à leur enfant de la pénicilline si eux, ils sont allergiques. Donc oui, il y a une composante génétique, oui, il y a un facteur génétique qui fait en sorte qu'on devient allergique à la pénicilline. Mais si nos parents sont allergiques à la pénicilline, c'est pas pour autant qu'on ne va pas en prendre. Donc tout ça pour dire que en tant que pharmacienne, vraiment des allergies à la pénicilline, c'est un gros challenge, je dirais, pour nous. Maintenant, si on parle plutôt des allergies alimentaires et ma pratique, c'est clair que, bon, j'ai mentionné le lactose. Ça, c'est quelque chose, lorsque j'ai appris que les patients allergiques au lait pouvaient prendre du lactose, c'était très rassurant. Mais ça reste qu'on n'a pas répondu à tous les ingrédients non médicinaux qui se retrouvent dans les médicaments en lien avec les allergies alimentaires. Mais si jamais on a des doutes, encore une fois, et qu'on n'est pas sûr ou qu'on n'arrive pas à trouver les réponses, la compagnie d'un côté va peut-être nous dire on n'a pas de données là-dessus et qu'on ne trouve pas les réponses dans la littérature, on va toujours essayer de trouver une alternative de traitement. Puis ça revient à ma balance de risque versus bénéfice. Donc, quel est le risque d'administrer un traitement que le patient a vraiment besoin versus ses bénéfices? Donc, c'est beaucoup de cas par cas. Je préfère ne rien généraliser à part vraiment le lactose, étant donné qu'on a beaucoup d'études. Je préfère jamais généraliser par rapport aux autres ingrédients. On a une question ici de Dominique Cliché. Que pensez-vous des tests d'intolérance qui sont offerts par certaines cliniques qui se basent sur le taux IgE dans le sang? Je suis pas au courant malheureusement de ce test. Je pourrais voir, mais je sais pas. Je vais devoir voir. Ça touche pas vraiment à ma pratique malheureusement. Ok. Ouais. J'allais dire peut-être que la personne peut vous écrire, mais c'est pas ça sort de votre champ. Non, mais ça me ferait plaisir de lire là-dessus. Je sais que c'est quelque chose qui se fait, mais venir donner un point de vue là-dessus, je suis pas bien placée. Alors, on vous inviterait à écrire directement à Cynthia à son courriel qui a été donné en début de présentation. Ouais, si vous voulez, vous pouvez même m'envoyer ce que vous connaissez là-dessus. Je pourrais faire une petite révision. Ça me ferait même plus que plaisir de faire des lectures là-dessus, puis vous donner mon point de vue, ou même voir avec des collègues pharmaciens ou allergologues ce qu'ils en pensent. Parfait. Ah, la personne nous répond d'accord, merci. OK. Cynthia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions. Des questions, des commentaires par rapport à quoi que ce soit qui touche au sujet d'aujourd'hui. Il n'y a personne pour l'instant qui se manifeste. Ah, y a-t-il des médicaments qui contiennent des allergènes alimentaires, par exemple des protéines de lait ou de noix? Il y a un produit, donc on les connaît d'habitude et je pourrais vous dire que non. Ça, c'est toujours mieux de vérifier parce qu'encore une fois, les lots, d'un lot à l'autre, des fois, on a des communiqués des compagnies qui nous signalent ce genre de choses. Et généralement, par exemple, dans mon milieu, on est très vigilant et on fait les appels auprès des patients. Mais il y a un produit qui s'appelle le Prometrium
c'est des hormones de remplacement chez les femmes. C'est utilisé, bon, soit en fertilité, même pour certains cas de problèmes gynécologiques et chez la femme ménopausée. Donc, Prometrium, c'est de la progestérone en capsule. La capsule, donc certaines composantes de la capsule provenaient de l'huile d'arachide. D'accord? Donc, ça a été modifié récemment à l'huile de tournesol plutôt que l'huile d'arachide. Mais nous, en tant que pharmaciens, puis le consensus général qu'on a, c'est de quand même proscrire ce type de molécule, ce produit spécifiquement chez les femmes qui sont allergiques aux arachides. Pourquoi? Parce que ça revient au risque versus bénéfice. Bon, même si la compagnie le dit que c'est l'huile de tournesol, on a toujours peur que d'un lot à l'autre, on ne soit pas au courant de vraiment ce qu'il y en est. Puis on a des alternatives, c'est-à-dire qu'il y a d'autres progestérones qui sont disponibles et pourquoi prendre le risque finalement. Mais oui, c'est celui qui est vraiment connu et qu'on connaît. Sinon, non. Sinon, il y a les vaccins et les œufs. Donc, les vaccins et les allergies aux œufs. Mais ça, encore une fois, si on va sur les sites Internet des compagnies, si on appelle les compagnies, ils vont nous dire de proscrire certains vaccins chez des patients allergiques aux œufs. Mais les allergologues sont clairs là-dessus qu'on le donne quand même parce qu'il n'y a pas de risque. Et finalement, les risques ne surpassent pas les bénéfices de se faire vacciner. Donc, je parle de certains vaccins. On a ici une autre question. Que pensez-vous des saveurs de fruits versus les allergies aux fruits? C'est une très bonne question aussi parce que souvent on a des saveurs qui sont directement extraites des fruits ou des saveurs artificielles. Ce qui peut être fait, c'est que moi je prends pas de risque, d'accord? Si j'ai une allergie aux bananes et que je vais utiliser mon amoxicilline aux bananes, je vais juste choisir une autre saveur parce que j'en ai qui sont disponibles. Ou même on peut changer d'antibiotique, d'accord? Maintenant, il y a les saveurs que nous, on rajoute à la pharmacie. Celles-là, elles sont artificielles, elles sont pas dérivées des fruits. Donc, si je veux rajouter une saveur de kiwi, je sais pas si ça existe une saveur de kiwi, mais si je veux rajouter une saveur de banane à un antibiotique, je sais que la saveur va pas être... c'est une saveur artificielle, donc ça provient pas de la banane. Je reprends, les saveurs qui se trouvent dans les antibiotiques, ça constitue pas les allergènes des fruits. Mais il y a des gens qui sont allergiques aux saveurs aussi. Donc, j'ai des gens qui sont allergiques aux colorants rouges, par exemple, que ce soit des comprimés, des antibiotiques en liquide, des sirops, tout ce qui est coloration rouge, ils sont allergiques. Donc, il faut distinguer les deux. Est-ce que la personne est allergique aux saveurs, aux colorants ou aux fruits? Aux fruits, encore une fois, je m'inquiète moins parce qu'il y a plusieurs alternatives. On change d'antibio, on change de saveur, donc on s'inquiète moins. D'accord? La question va toujours être de le demander au pharmacien de donner une saveur plus sécuritaire. Mais si c'est une allergie au colorant, c'est là que c'est plus, faut faire plus attention. On pourrait peut-être donner ton courriel. C'est Kachmar. Donc, mon courriel, c'est Kachmar, KACHMAR, CYN comme Nathalie, donc comme dans Cynthia, mais c'est juste le CYN, @gmail.com. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux médicaments surtout. Ça me ferait plaisir de répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une dernière question qui s'ajoute. J'ai souvent des réactions allergiques, rougeur, rash, enflure de la langue et gencives, chaleur, sueur, début de difficulté à respirer et l'allergologue m'avait dit de ne pas prendre d'antihistamine 6 mois avant de vouloir tomber enceinte. Donc, chaque fois que j'ai ces réactions, je bois beaucoup d'eau et mange du pain pour diminuer les réactions. Selon ce que vous dites, il n'y a pas d'effet secondaire pour les grossesses? Point d'interrogation. Alors, non, il n'y en a pas. D'accord? Je ne sais pas pourquoi votre allergologue vous a dit de faire ça. Ça arrive des fois que dans plusieurs domaines, que j'ai des recommandations qui sont données spécifiquement d'un médecin à son patient. En tant que pharmacienne, j'entrave pas ces recommandations. C'est-à-dire, en tant que pharmacienne et aussi parce que je connais pas vraiment votre cas, je suis obligée de vous dire de suivre ce que votre allergologue dit.
Peut-être pour une autre raison, ils voudraient pas. Mais non, ça affecte ni la fertilité, ni ça affecte le fœtus, d'accord? Puis surtout le chlortripolone qui est sécuritaire chez la femme enceinte. Mais encore une fois, votre allergologue, c'est un spécialiste, donc ça se peut qu'il y ait une étude pour d'autres raisons, je sais pas, peut-être pas pour des problèmes congénitaux ou des malformations chez le fœtus, mais peut-être pour d'autres raisons, il voudrait pas que vous l'utilisiez, mais je vous dirais de continuer avec les recommandations. Vous pourriez même lui demander pourquoi, mais a priori, les antihistaminiques sont sécuritaires en grossesse. Elle demande aussi si on peut comparer le gluten aux informations que vous donniez sur le lactose dans les médicaments. Ben, dans les études que j'ai lues et dans les études qui sont rapportées, ça mentionnait pas le gluten. D'accord? Ça mentionnait vraiment le lait, mais ça revient au fait que lorsqu'on est allergique au gluten, on n'est pas allergique au lactose. Donc, du moment qu'il n'y ait pas de contamination avec les allergènes du gluten, il n'y aurait pas de danger. Donc, ça reste que moi, j'irais plutôt avec du cas par cas. Dans le cas du gluten, j'appellerai la compagnie peut-être pour savoir s'ils sont en mesure de vous donner un consensus là-dessus. Parce que la seule raison pour laquelle on arrive à faire une conclusion par rapport au lactose et au lait, c'est parce qu'on a des études. Alors que vous les avez pas. Alors qu'on les a pas pour le gluten. La logique, ça reste la même. S'il n'y a pas de contamination, ça va. Si le lactose n'a pas été extrait d'une source où est-ce qu'il y a du gluten, ça va. Mais c'est la compagnie qui va pouvoir répondre à ces questions. Encore une fois, le lactose, on en déduit parce qu'on a des études. Et tant mieux parce qu'il y a tellement du lactose partout. Mais pour le gluten, je conclurai pas, non. D'accord. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, encore une fois, la présentation PowerPoint va vous être... encore une fois, juste pour vous dire, la présentation PowerPoint va vous être envoyée dans une semaine environ. Puis, vous pourriez assister à la conférence sur notre chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup et passez une belle soirée. Merci beaucoup, Cynthia. Merci.